Ouais, lendemain de fête, hein. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas toujours être là, hein. Bon, soyez les bienvenus en tout cas. Ça va être un petit peu dur de vous accompagner pour cette rétrospective. J'imagine que vous êtes dans le même état. Je pense surtout aux parents qui ont dû se lever à l'aube alors qu'ils se sont couchés à l'aube. C'est pas facile, hein. Bon, en tout cas, très bonne année à tous. Je garde les lunettes, hein, vous m'excuserez parce que là, c'est des valises, hein, c'est pas autre chose. Donc, on vous souhaite évidemment au nom de toute l'équipe Maritima une très belle année 2025 avec des résolutions, avec surtout une actualité plus réjouissante. Ça, je crois qu'on peut le dire. Alors, tiens, puisqu'on parle d'actu, on va replonger ensemble dans les temps forts du mois d'octobre de l'année dernière, on peut le dire. Alors, qu'est-ce qu'il y avait au programme? Ah oui, ces crabes bleus qui envahissaient l'étang, ça, les pêcheurs, pas contents du tout, hein. Et puis, le bateau de Fernandel, vous savez, le Caméra, ça y est, il était terminé en termes de rénovation. On a couru, et vous peut-être pour Marseille-Cassis. Il y avait aussi un stage de cascade. Alors ça, génial du côté de Provence Studio, chez nous. Et puis, Octobre Rose, pour la bonne cause, la lutte contre le cancer du sein. C'est important, pensez à vous faire dépister cette année si ce n'est pas fait, mesdames. Allez, on part tout de suite avec des sujets un petit peu plus lourds. L'hommage à Samuel Paty et puis la manif pour la paix en Palestine. Bonne rétro à vous. Et à demain avec un petit peu plus de pêche, j'avoue. Allez, je vous laisse regarder. C'est pas une guerre de religion, c'est une guerre de territoire puisque la Palestine va finir par ne plus exister. Et il commence à en devenir de même pour le Liban puisqu'il est menacé de voir son territoire agressé comme le territoire de Gaza. Déjà, Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. Il y a beaucoup de Martégots qui sont allés à Gaza. C'est difficile, mais ils sont allés et ils ont témoigné. Je fonctionne juste comme une maman, comme une grand-mère. Et quand je vois qu'on tue impunément des enfants, des femmes, des vieilles personnes, là, c'est plus supportable. Donc je manifeste depuis l'âge de mes 16 ans, j'en ai 59. Le peuple israélien est partagé, hein. Il y en a qui sont pour continuer la guerre, mais il y en a qui sont des pacifistes et qui vivent durement cette situation. Alors on est pour la libération des otages qui sont détenus par le Hamas, on est aussi pour la libération des prisonniers palestiniens, mais on est pour que le peuple palestinien qui souffre, les civils souffrent, ils ont droit à un pays. Donc il faut absolument cesser le feu. Toute la planète le réclame, ce cessez-le-feu. La guerre, elle a des règles, monsieur. La morale, ça existe, on doit respecter l'être humain. On n'est pas du tout antisémite, hein. Israël, c'est un pays comme un autre, mais ils ont un gouvernement qui se conduit de façon scandaleuse sur la planète. Ces gens vivent dans la rue, dans la boue, sans soins. On tue les médecins qui soignent les gens. On tue tous ceux qui viennent au secours des autres, monsieur. Que fait le monde? A-t-il perdu la tête? Mais au nom de quoi faisons-nous cela, monsieur? Moi, j'étais allée en Israël en 64. Vous vous rendez compte? Israël n'était pas comme ça. De toute façon, toutes les guerres ont une fin. Et il faut une solution diplomatique. Nous essayons de lutter pour que la paix vienne dans la tête et le cœur de tous ceux qui nous gouvernent. On doit travailler pour la paix. La paix. Et je vous demande là maintenant de vous lever, de faire cette commémoration. 60 longues secondes, une vraie minute de silence, comme c'est malheureusement de moins en moins souvent le cas, parfaitement respecté par les élèves, et l'émotion très vive de la professeure à l'issue de l'hommage, une émotion plutôt rare dans une salle de classe. Et on est aussi des êtres humains, c'est ça que j'ai voulu aussi transmettre aux élèves. On est formés, on est des professionnels de l'éducation, il y a plein de choses qu'on arrive à maîtriser. Il y a un langage aussi qu'on arrive à maîtriser. Et puis des fois, l'être humain reprend le dessus. Et les élèves le voient. Il y a des fois où on est fatigué, où on est énervé, où on peut déraper. Et puis il y a des fois aussi l'émotion là prend le dessus parce que c'est difficile de se blinder. Mais si on a tissé un lien avec la classe, je pense que cette humanité, c'est pas une faiblesse. C'est au contraire la grandeur de notre métier. Et c'est probablement ce qui a incité les élèves à livrer en toute sincérité leur opinion au sujet, par exemple, de leur professeur, parfois sans complaisance, mais toujours avec respect.
J'ai senti que tout d'abord, même ma prof d'histoire a été assez bouleversée parce qu'elle nous a fait part du fait que chaque année, lors des commémorations, ça lui faisait le même effet. Et je sentais qu'il y avait une réelle tension et ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir qu'il n'y avait même pas un grincement, aucun bruit et que tout le monde a pris cette minute de silence très au sérieux. Je pense que tout le monde était du même avis, c'est tragique et c'est important de le commémorer. Donc j'ai pas vu une personne à l'écart au niveau des avis et non, on avait tous à peu près le même ressenti sur ce qui se passait. Et on suit des programmes nationaux. Ces programmes-là, ils sont faits pour vivre ensemble sur plusieurs générations et s'écouter, se respecter, même si on n'est pas d'accord. Merci en tout cas pour la minute de silence. D'abord, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'ambiance, des sourires, beaucoup d'énergie. On échange avec l'hôpital de Martigues, le centre intercommunal d'action sociale du pays de Martigues. Plusieurs associations sont présentes, parmi lesquelles Cyclosain. Sylvie Pioli en est devenue la présidente. Elle a été victime d'un cancer du sein. Un jour, un médecin lui a dit « Ne cherche pas, cancer du sein et travail de nuit, ça va ensemble ». En fait, j'ai travaillé 30 ans de nuit à l'hôpital de Martigues. Il s'avère que j'ai eu un cancer du sein, que je n'avais aucun facteur de risque et qu'un médecin m'a dit un cancer du sein et travail de nuit, ça va ensemble. De là, je me suis fait soigner pendant 2 ans et après, j'ai fait des recherches moi-même. Et il s'avère que beaucoup d'études ont été faites là-dessus, dont une étude française qui s'appelle Cécile et que le risque est augmenté de 30%. Un peu plus loin, on aperçoit un atelier de maquillage. On est sur le stand des prestataires du cœur, des ados très mobilisés à l'initiative de Manuela Contreras. Suite à un cancer, en fait, je me suis rendu compte que la femme avait une grande importance, la féminité, retrouver sa féminité et justement pouvoir recréer des sourcils, redonner un joli teint quand on est en train de traverser la maladie. Ça a été mon objectif numéro 1. Un cancer, malheureusement, c'est physique. Et donc on perd ses sourcils, on perd son teint, on perd ses cheveux et tout signe de féminité malheureusement s'envole à ce moment-là. Mais avec des astuces maquillage, des astuces skincare, tout plein de petites astuces, on retrouve un semblant de visage humain. Pour suivre ce collectif de bénévoles, allez sur Facebook. Sylvie et son association Cyclosain repartent la semaine prochaine pour donner des conférences à Thionville, puis retour en vélo jusqu'à Martigues. Octobre Rose à Port-de-Bouc, c'est beaucoup de mobilisation et autant de sourires. Le docteur Estelle Pipon, chef de service en scénologie, nous présente ce tout nouveau mammographe installé au mois d'août. Il a été financé grâce à des associations. On va placer le sein de la patiente ici. On va faire généralement 2 incidences, en oblique et de face. Et donc en fait le mammographe va tourner pour s'adapter à la position. Là on voit qu'on a des palettes qui sont assez ergonomiques parce qu'elles sont un petit peu arrondies. Ça permet quand même que ce soit un petit peu moins douloureux que... C'est souvent la crainte. Voilà, c'est souvent la crainte des patientes. Donc généralement elles sont contentes quand même. Quand elles le passent ici, elles disent que ça va. On a des manipulatrices qui sont assez gentilles aussi et douces et c'est important. 5 à 10 minutes pour la mammographie. Puis ensuite, la dame va dans la salle d'attente, dans la cabine. Et après, nous, on la voit de l'autre côté, les radiologues, pour faire l'échographie, si besoin. Des fois, on n'a pas besoin de faire d'échographie complémentaire, mais la plupart du temps, oui. Et au moins pour faire un examen clinique. Dans une des salles de biopsie, les patientes peuvent s'allonger et, si elles le souhaitent, regarder des paysages. C'est des choses qui permettent aux patientes de s'échapper un petit peu pendant le geste, qui peut être un peu long. En fait, c'est le temps qu'on place la patiente, qu'on mette bien le sein, qu'on repère bien les petites calcifications et qu'on fasse tout le geste. Ça peut être un petit peu long, un petit peu anxiogène. Donc c'est vrai que ça permet un peu de s'échapper. Donc là, on a le coucher du soleil. On peut avoir, on a aussi des cascades, des petits paysages sympas pour s'évader. Souvent le ressenti, le stress, le fait d'être ici pour faire une biopsie qui est un petit peu anxiogène. Donc quand on arrive un petit peu à s'évader, tout se passe bien. On essaye en tout cas d'être à la pointe de ce qu'on peut offrir aux patientes en termes de confort et de qualité. Toujours dans cette perspective, l'Institut Paoli Calmette pourrait prochainement s'équiper de casques de réalité virtuelle. L'armée des t-shirts roses est de retour à Marseille pour soutenir la recherche contre le cancer du sein. L'association Marseille en Rose a organisé sa traditionnelle course, une épreuve qui a attiré plus de 1500 personnes cette année, un nouveau record de participation qui remplit de joie le président de l'association. 1500 participants,
coureurs, marcheurs, plus les enfants et puis plus toutes les familles qui viennent encourager les participants. Donc oui, le parc il va être bien plein. Non, il n'y a rien qui nous arrête. Il n'y a rien qui nous arrête. Pour lutter contre le cancer du sein, il n'y a rien qui nous arrête. Et montrer de la solidarité, c'est être soudé autour d'un événement national qu'est Octobre Rose. Et pour ça, embarquer tout le monde pour avoir le maximum de dons. Les fonds récoltés par cette course seront reversés directement à l'Institut Paoli-Calmettes qui prévient, recherche et contribue à la lutte contre le cancer du sein. C'est donc pour soutenir cette cause que les participantes et participants sont venus en nombre avec le sourire, bénévoles ou coureurs, tous ont voulu montrer leur soutien malgré la météo. Même qu'il y ait la pluie et tout, on s'en fout. Ouais. On a tous une femme, une maman, des sœurs et du coup c'est important de pouvoir montrer notre participation. C'est encore plus mixte et puis il y a une bonne ambiance, ils font en sorte que les gens se sentent bien, il y a la musique, ils ont prévu plein de stands d'année en année, c'est de plus en plus complet et puis ça tient à cœur et ça fait franchement il y a une émotion quand même pendant cette course. Si vous avez loupé cette journée et que vous souhaitez tout de même participer à ce combat, vous pouvez toujours effectuer un don sur le site don.institutpaolicalmettes.fr. Comme depuis le 1er septembre et la réouverture de la pêche à l'anguille, le café est amer ce matin. Sur le quai, les pêcheurs ne peuvent que constater les dégâts. Les filets remontent entièrement troués et remplis de crabes. On ne se rendait pas compte jusqu'à maintenant parce qu'on n'avait pas l'autorisation de caler ces filets-là. Et là, maintenant qu'on a l'autorisation, qu'on est bien répartis sur les temps, on en sort de partout et c'est beaucoup plus catastrophique que ce qu'on pensait. Ça ne sert à rien de caler, on perd plus de matériel que ce qu'on gagne. À l'heure qu'il est, c'est pratiquement un arrêt de l'activité sur différentes pêches. Comme son père, son grand-père et son arrière-grand-père avant lui, Franck a passé sa vie à pêcher dans les temps de berre. Il est catégorique, on entre dans la plus grande crise que les temps aient connue. On est toujours arrivé plus ou moins à s'adapter avec l'arrivée des méduses, avec l'arrivée de certaines pollutions qu'il y a eu. Il y a toujours eu un petit peu. Mais à ça, on ne peut pas s'adapter, c'est pas possible. Ça nous détruit le matériel, donc on ne peut pas travailler. On ne pourra plus travailler. Lamine Bast, Baptiste se désole de voir son matériel accumulé pendant 20 ans être détruit à une telle vitesse. Le pêcheur de 45 ans n'a fait qu'un cinquième de son chiffre d'affaires habituel sur la deuxième quinzaine de septembre. Au niveau économique, c'est une catastrophe. Oui. Je vais piocher dans les économies pour payer toutes les charges. Seul petit espoir avec l'arrivée de l'hiver, si l'eau descend en dessous des 14 degrés, le crabe devrait s'enfouir pour survivre. Il va y avoir ce répit-là pour les professionnels et pour réussir à s'adapter et à préparer la saison prochaine pour que les professionnels soient capables, en étant accompagnés, de le pêcher plus et de limiter sa croissance. Cet argument ne suffit pas à convaincre les pêcheurs qui craignent un hiver trop chaud pour vaincre le crustacé. Ils ont besoin de moyens à court terme. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Les premières solutions, c'est de nous aider à investir dans du matériel qui va nous permettre déjà d'essayer de les réguler au moins, parce que les éradiquer, ce ne sera pas possible. Et la deuxième solution, c'est de nous indemniser pour la pêche, puisque si demain on se met à pêcher des crabes et qu'on détruit du matériel, c'est pas viable pour nous, c'est pas ni viable ni rentable. Demain, toutes les entreprises elles vont fermer. Le modèle économique est en danger et même si le crabe bleu a très bon goût, les habitudes de consommation et le fonctionnement actuel du marché en Provence ne permettent pas aux pêcheurs de l'envisager comme source de revenus principal. Il ne reste que 2 palmiers de l'ancien camping Tamaris et la végétation a déjà refleuri sur le terrain. Séverine et Olivier du groupe Posado ont repris les rênes et souhaitent donner un second souffle à cet endroit après son terrible passé. Ils repartent de zéro avec une première tranche de travaux. Là, vous voyez nos premiers travaux, donc on est en train de faire les tranchées. Pour repasser, effectivement, comme le disait Olivier, toutes les VRB, c'est-à-dire l'eau, le gaz, l'électricité. Et pour que tout cela fonctionne, il a fallu s'adapter pour éviter un nouveau drame. On a la chance de repartir de zéro, c'est d'avoir une chance, une opportunité pour en faire effectivement, c'est assez rare de pouvoir le dire comme ça, un vrai camping qui respecte l'ensemble du nec plus ultra de l'environnement aujourd'hui. Il n'y a rien. Dans 7 mois, vous aurez 400 arbres et arbustes, vous aurez 54 mobil-homes, une piscine, des toilettes neuves et une équipe pour vous accueillir. 4 ans plus tard, la direction du camping Tamaris sera reprise par Mélissa et Anthony, tout droit descendus d'Ardèche. Une fois les travaux finis, ils sont prêts à faire revivre le lieu. C'est un beau challenge, c'est un nouveau départ pour une nouvelle vie. Vous êtes prêts pour avril 2025, ça y est? Ah oui, complètement, oui. Presque prêt, ouais. Le chantier n'est pas encore prêt, mais nous on est prêts, ouais. Ouais, voilà.
Un renouveau que les anciens habitués pourront découvrir dès le mois d'avril 2025 et peut-être laisser derrière eux les images douloureuses des feux. Nouvelle vie pour un patrimoine emblématique de la Provence. L'ancien asile Jourde est un grand bâtiment de style colonial bien connu à Martigues où il a été bâti au XIXe siècle. Il dénote dans le paysage avec ses briques jaunes, ses colonnes et son horloge posée sur la toiture. C'est d'ailleurs l'architecte de la ville de Marseille de l'époque, Pierre-Ernest Pogois, qui en avait dessiné les plans. À l'abandon pendant de longues années, il vient d'être entièrement rénové pour accueillir une crèche, un foyer du bel âge et une médiathèque. L'inauguration a eu lieu samedi. Le maire de Martigues, Gaby Charroux, tenait à conserver l'héritage de ce lieu chargé d'histoire. C'est une très très belle satisfaction, au-delà du fait que ce bâtiment est juste magnifique et méritait bien d'être rénové de cette manière-là. C'est quand même rare de pouvoir, un bâtiment comme celui-là, de pouvoir garder la volonté originelle du créateur. Ah oui, absolument, parce qu'il l'a créé en le confiant à l'association des marins de la Méditerranée, pour héberger les marins malades, blessés. Puis c'est devenu un hospice pour les vieillards, comme on disait à ce moment-là. Cette volonté en permanence de se préoccuper des gens diminués, en difficulté, des pauvres, c'est une constante dans la vie de Philippe Jourde et de son épouse. Et aujourd'hui, nous perpétuons cela. La rénovation de l'ancien asile Jourde a coûté 5 millions d'euros, financés par la ville de Martigues, le département et la CAF. Acheter des cigarettes en 2025 coûtera donc le même prix qu'aujourd'hui. Driss Deki, le buraliste sur la canebière, estime que cette décision du gouvernement va réduire le nombre d'acheteurs français dans les pays frontaliers. Ça va faire du bien, je pense, à tous les buralistes parce que beaucoup de gens allaient acheter leurs cigarettes ailleurs, en Espagne, la contrebande dans les marchés parallèles, on va dire. Donc ça va faire du bien, je pense. On le voit, les gens n'achètent plus de cartouches déjà en France. Donc, ils nous le disent clairement en face, on va en Italie ce week-end, on va en Espagne ce week-end acheter une cartouche, comme ça on est tranquille pour le mois. Donc ouais, on le voit. La dernière augmentation remonte à 2017, où le paquet de cigarettes qui coûtait 7 € en 2016 était passé à 7,05 € l'année suivante. Ce gel des prix satisfait les fumeurs, même si certains n'y croient pas du tout. Si c'est une bonne nouvelle, oui, mais est-ce que ça va être vrai? Ça, c'est autre chose, quoi. Dire qu'ils n'ont pas l'augmenté, ça m'étonne un peu, moi, mais bon. J'espère que oui, parce que c'est déjà bien cher, quoi. C'est assez surréaliste, je trouve. C'est votre question qui m'interpelle, elle est très drôle. Faire un reportage sur le prix du tabac qui ne va pas augmenter. Je sais pas, il est déjà tellement haut que c'est une bonne nouvelle, je sais pas. Moi, je devrais arrêter, tout le monde devrait arrêter de fumer. Je pense qu'ils devraient mettre de l'argent encore plus dans aider les gens qui ont envie d'arrêter de fumer. C'est une bonne nouvelle pour moi. De toute façon, je ne m'arrêterai jamais, de toute façon. Le ministre du Budget a également annoncé l'intensification de la lutte contre le trafic et la contrebande avec une nouvelle opération d'ampleur en 2025. Opération de cisaillement des boîtes à clés de location de meublé touristique dans le quartier de la Plaine et du Cours Julien à Marseille. La municipalité fait désormais la chasse à ces sortes de gros cadenas posés illégalement sur le mobilier urbain. Ils permettent aux loueurs utilisant une plateforme comme Airbnb de mettre à disposition les clés de leur appartement aux touristes. Après avoir été prévenus par la pose d'un autocollant sur la boîte à clés, les services de la ville de Marseille viennent enlever l'objet au bout d'un délai de 15 jours. C'est à la fois l'application de la loi, dans la mesure où la pose de boîtes à clés sur du mobilier urbain n'est pas légale, et donc il s'agit d'être en conformité avec la loi. Et puis il s'agit bien sûr aussi de réguler le marché à travers notamment des mesures dissuasives. Certains habitants me rapportent qu'ils sont seuls finalement à habiter dans leurs immeubles. Donc pour des personnes âgées, etc., c'est très difficile en fait de se retrouver seul dans des immeubles où avant il y avait une vie de quartier, une vie de voisinage, etc. Là, voilà, le Airbnb, ça cristallise des problèmes financiers, c'est-à-dire que certains
certains habitants ne peuvent plus se loger à Marseille, ne peuvent plus se loger dans un quartier où ils habitaient depuis longtemps. Et puis ça a créé des problèmes aussi de liens sociaux, voilà, parce qu'il y a des immeubles qui sont désertés maintenant. Donc la mesure que vous avez vue là avec les autocollants, c'est une des manières de réguler le Airbnb. Évidemment, on ne peut que se réjouir de la grande attractivité de ces quartiers. Le magazine Time Out avait consacré ce quartier comme un des plus attractifs au monde. Très bonne chose. Cependant, les Marseillaises et les Marseillais doivent être au centre des préoccupations du logement parce que ces quartiers doivent vivre. Un quartier qui se vide de ses habitants, c'est un quartier qui ne vit plus. 13 000 logements des meublés touristiques de courte durée à Marseille et une augmentation de 45% entre 2022 et 2023. Et à côté de cela, c'est 70% des propriétaires de ces logements meublés touristiques de courte durée qui n'habitent pas Marseille. Donc on voit bien la très grosse différence qu'il y a entre l'attractivité et la réalité du logement à Marseille. Les boîtes à clés enlevées du mobilier urbain sont confiées au service des objets trouvés où les propriétaires peuvent venir les récupérer sans encourir aucune amende. Connaître tous les avantages qu'il y a en 2024 à se rendre encore dans un salon de l'auto au lieu de commander de chez soi le modèle de ses rêves, qui de mieux pour répondre que le co-organisateur du salon de Martigues, Philippe Bessier. L'intérêt, il est multiple. Vous êtes sur un salon, vous avez déjà toutes les marques. Sur les sites de vente de voitures, ils sont spécialisés puisque ce sont bien souvent des constructeurs qui ont des contrats avec ces sites de vente. Là, vous voyez tout, vous voyez les modèles, vous voyez les différents modèles. Par exemple, vous allez acheter une petite voiture à 4 portes, il faut pouvoir s'asseoir derrière. Donc là, au moins, vous les essayez, vous rentrez, vous regardez. Sur les salons, il y a des prix. Dans les concessions, vous rencontrez des gens qui après vont vous suivre, alors que sur Internet, c'est quand même pas la même chose. Moi, je suis utilisateur d'Internet, j'achète mes jeans par exemple sur Internet, je les commande, c'est parfait, ils me sont livrés 48 heures après, mais une voiture, jamais j'achèterai une voiture sur Internet. Gaël et Lucas ont un bébé et en attendent un second, d'où l'impératif de devoir changer de véhicule. Si ce jeune couple de Carry-Lerouet est coutumier des achats en ligne, pour choisir leur futur SUV, ils n'ont pas hésité à se rendre au salon de Martigues. On est venu parce qu'on voulait voir à quoi ressemblaient les voitures en vrai, en fait, au niveau de la taille, parce qu'on va avoir un deuxième bébé, on va avoir un chien qui arrive aussi dans la famille, donc on cherche un SUV en fait. On se rend pas compte sur Internet, on a juste la photo, mais on n'a pas l'échelle en taille réelle par rapport à si on voyait la voiture en vrai en fait. C'est ça la différence. Il vous amène quand même des petits trucs en plus, le vendeur ? Apparemment il y a une promotion en plus, donc on va voir si c'est réel ou pas. On a déjà une voiture, donc on aimerait en même temps qu'ils la reprennent, au moins il y a tout qui se fait en une fois. En plus de voir la taille réelle, c'est de pouvoir rentrer, essayer, voir si c'est confortable et tout ça, des choses qu'on peut pas voir sur Internet. Melvin supporte Paris, Romain, lui, c'est l'OM qu'il a dans son cœur et pourtant ces deux supporters ont décidé de faire la route ensemble du Parc des Princes jusqu'au Vélodrome pour assister au Classico de ce dimanche. C'est vraiment, on est épuisé. Vraiment, on est épuisé. Épuisé, c'est le mot. En même temps, le duo a parcouru 800 km à pied et même si la fatigue s'est parfois fait ressentir, rien ne pouvait les arrêter. Même sur les genoux, j'irai au stade Vélodrome. Semblable à l'émission Pékin Express, les deux amis sont partis le 9 octobre sans un sou et ont partagé leur journée sur les réseaux sociaux. Entre soutien et rencontres incroyables, c'était aussi une histoire très humaine. On vous explique, en fait, on fait Paris-Marseille à pied et on a 0 € en poche. On voulait voir si on pourrait avoir quelque chose à manger de votre boulangerie. Je vais vous préparer ça. En fait, tous les messages qu'on reçoit, c'est juste fou parce que c'est que du soutien, de l'amour et généralement quand une personne nous héberge chez elle, nous nourrit et tout ce qui s'ensuit, c'est ça qui est assez fou et je pensais pas qu'en 2024 encore il y avait autant d'humanité donc franchement c'est beau. Non, on fait pas de Netflix, non, on est en train de faire Paris-Marseille à pied, mesdames. Ah, c'est bien ça. Une marche qu'ils ont entamée ensemble pour apaiser les tensions qui semblent toujours avoir existé entre les Marseillais et les Parisiens et cela a réjoui ce supporter qui était venu à leur rencontre à Salon. On peut voir le match, je vais être pour l'OM contre le Paris Saint-Germain, je veux que le Paris Saint-Germain perd tout le temps. Je veux qu'on voie le match ensemble,
qu'on puisse se chambrer, et à la fin du match, on boit un coup. Mais toujours dans la bonne humeur. Mais voilà, mais c'est pas des bonnes choses pour dimanche. Hein, mais... ouais, de toute façon. Et ce duo improbable ne s'est pas contenté de marcher. Ils ont aussi récolté des fonds pour soutenir la Ligue contre le cancer grâce à une cagnotte. Ce dimanche, en assistant au match, ils ont pu remettre un chèque de 3 000 € à l'Institut Paoli Calmette. L'Olympique de Marseille donne de l'importance à son implantation sur son territoire, à Marseille notamment, et cette opération menée par 13e homme entre dans une volonté d'installer toujours plus de proximité et de liens avec les différents acteurs sociaux et médicaux de la ville. Fabrizio Ravanelli et Pablo Longoria ont fait la surprise à plusieurs familles en leur offrant des coffrets comprenant des langes et des bodys aux couleurs du club. Pour le président Longoria, cette opération est simple. C'est quelque chose d'important. Spécialement parce que les liens qui existent entre l'Olympique de Marseille, la ville, ses citoyens, ces liens qui existent entre tout le monde, je crois que cette action d'aujourd'hui, ça peut représenter ces liens, de dire que l'Olympique de Marseille t'accompagne depuis les premiers pas, depuis les premiers moments, et c'est quelque action qu'on tenait au cœur de l'intérieur du club, spécialement parce que ça peut augmenter beaucoup le sens d'appartenance et c'est quelque chose qui déjà ça existe à Marseille pour la relation entre les clubs et les différents supporters et supportrices, mais c'est spécialement que c'est un acte symbolique et ça représente cette union depuis les premiers pas. Depuis le 17 septembre, tous les parents des hôpitaux publics de Marseille-Nord et de la Conception recevront le précieux coffret, une initiative qui suscite la joie et le plaisir également chez les soignants. Cécile Nina Barretti, sage-femme coordinatrice à l'hôpital Nord. C'est un réel plaisir parce que finalement c'est un joli projet qui est en construction depuis déjà quelques mois. C'est un joli partenariat parce que finalement la maternité Nord, quartier Nord, donc l'OM est très apprécié bien sûr ici. C'est un plaisir pour les parents. On a pu voir d'ailleurs tout à l'heure un engouement quand même et une vraie joie des parents de recevoir ce présent de l'OM. Cette opération, née sous la même étoile, entre également dans une démarche éco-responsable avec du textile fabriqué à Marseille avec le partenaire Fil Rouge, dont l'intégralité du process de fabrication est réalisée dans son usine de la Capelette en circuit court. Et j'espère que tout le monde va se régaler, j'en suis pratiquement sûr. Et un truc sur lequel j'insiste, c'est que souvent c'est la réussite d'un film, c'est la musique. Et là, une fois de plus, dans le choix de la musique, je trouve que Fabien a été très très bon, comme dans 3-0. Et quand on est pris par cette musique, le film il est terminé, on est déjà content de l'avoir vu et on a envie de le revoir. Donc c'est quand même quelque chose d'assez marrant. Ah, c'est Roland, c'est une histoire comme j'ai raconté tout à l'heure. Quand j'ai fait 3-0, il était là, j'ai découvert ce personnage, j'ai découvert cet homme formidable, multicouche, à millefeuille, c'est rien à côté. Et donc, je me rappelle, il était entraîneur de l'Orge, j'avais été le voir sous la pluie, un lundi soir, il était à Arras, et il était avec sa petite maman, et il m'avait fait un brochet, et depuis on s'est plus vraiment jamais quitté. Et là, il m'a accompagné aussi sur ce film. C'est pour ça que hier Didier Deschamps, toute l'équipe de France qui a vu le film, on dit c'est très documenté et c'est effectivement c'est vraiment tout est vrai dans le film. Le football il a changé monsieur Colonna. Oh frérot, on est là frérot. Ok frérot. Dis-moi c'est quoi cette famille de frérots? Il y a une portée ou quoi? C'est incroyable, il était magnifique le film, bien tourné, bien rigolo. On s'est régalé, on a passé un bon moment. Voilà, tous les acteurs ils ont bien joué, Caris il est bon. Mohamed Deni, allez l'OM. Franchement le film il était incroyable. En dehors de ça, ça fait réfléchir aussi un petit peu sur le sens de la vie aussi. Est-ce qu'on est content d'avoir vu ce film? Ouais, c'est vraiment un beau film. C'est sympa, c'est rigolo surtout. On a vu aussi une musique de film très intéressante. Et c'est vrai que le football reste quand même le football, c'est difficile, hein, on le sait tous. Mais c'est vrai que c'est vraiment un bon moment. On a rigolé. Il y avait des belles scènes, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Et s'il y a un prochain, Fabien Antonetti, il a dit ça sera Marseille. Ben oui, je pense que c'est la vie du football, les gars, on le sait. Hein.
Nous, avec le bar de supporters tous les jours, on voit ce qu'on vit, nous, avec l'Olympique de Marseille. Pour moi, ça reste le plus grand club mythique. Mais c'est vrai que je vais féliciter Fabien de ce qu'il a fait cette soirée parce que c'est vraiment pas mal. Ça te dirait de changer de vie, José? Et j'aimerais que tu te fasses passer pour le directeur de foot d'un club. Et action. À 28 ans, Georges Nistor vient de suivre la formation de cascadeur. Cet hyperactif du sport s'est lancé dans cette voie afin de répondre aux questions qu'il se posait enfant. C'est vrai que c'est pas un métier, on se dit un matin, aujourd'hui je vais me casser la gueule et je vais être payé pour ça. Donc c'est plus dans le sens où moi c'est mon corps qui m'a dit, moi je ressens des choses, j'ai envie d'expérimenter des choses. Quand on était gamin, on s'est retenu de faire des choses à cause des parents qui étaient un peu stricts. Surtout quand on voit des films d'action, on se dit mais comment ils font pour se mettre des droites, des coups de couteau et tout. Et au final l'acteur il est encore là et il fait l'interview après le film, donc on se pose la question, donc on fait des petites recherches et là on se dit cascadeur, d'accord. C'est aussi ce côté de se dépasser soi-même qui me donne envie de tenter l'aventure des cascadeurs. Et 3, 2, 1, action. Tom Panetier, lui, est l'un des formateurs. Cascadeur professionnel depuis 4 ans, il l'affirme, ce n'est pas un métier pour les têtes brûlées ni les trompe-la-mort. Un cascadeur qui n'a pas peur, moi, il me fait peur. La peur, elle nous permet de rester en vie et heureusement qu'on a peur parce que c'est ce qui fait qu'on est conscient du risque, qui fait qu'on fait attention et qu'on minimise les risques. Et justement, est-ce que tu as conscience d'avoir pris des risques inconsidérés avant ta formation et t'es dit « Ouh, j'étais un peu tête brûlée ». J'en ai conscience et mon corps me le rappelle déjà alors que je n'ai que 27 ans. J'ai un genou qui me fait déjà mal, j'ai les cervicales qui tirent déjà à 27 ans. Donc quand j'étais jeune, j'ai pris des risques, même si sur le coup, j'avais pas l'impression d'en prendre parce que j'étais conscient que j'étais capable de le faire, mais j'étais pas conscient que mon corps n'était pas capable de les encaisser. Ce dimanche, il n'y avait pas que OM-PSG. La mythique course Marseille-Cassis s'est déroulée hier matin, un semi-marathon qui a rassemblé 20 000 passionnés venus de partout en France et même dans le monde. Les vainqueurs sont le Rwandais Félicien Muichira chez les hommes et surtout la Martégale Clémence Calvin chez les femmes. Mais ce qui compte avant tout dans cette course, c'est de la finir. La fierté de finir parce que les 10 km sont vraiment difficiles et les 2 derniers sont monstrueux. Mais Marseille-Cassis, ce n'est pas que la performance sportive, c'est le partage d'une même passion entre tous les coureurs. C'est vraiment bien, on est tous ensemble, il n'y a pas de bagarre, les meilleurs partent devant, les moins bons restent derrière, tout va bien, c'est courtois, c'est très bien. Et on a kiffé. Ouais, alors moi c'était un peu plus dur. Je sais pas pourquoi, j'ai souffert. Ouais, c'est un bon moment qu'on a passé là. Ouais. Une convivialité qui contamine tout le monde, nombreux se sont rendus aux abords de la course pour encourager à leur manière les participants. Tous sont méritants de faire cette course. Et puis c'est important pour eux, il va qu'il y ait une ambiance, nous on ne court pas, mais autant les encourager. Ça c'est l'ambiance. Allez, coup de boost gratuit, messieurs, dames. Coup de boost. Allez, on gagne 5 minutes sur le 3. C'est sympa, je trouve que ça donne un peu de boost. Et on a plein de phrases, en fait, on est chaud, on a la pancarte. Et le but, c'est vraiment de donner un maximum de force et aussi de faire rire, c'est important. Pour les coureurs qui pensent déjà à l'année prochaine, les inscriptions pour la 46e édition ouvrent en mars prochain. C'est presque devenu leur deuxième maison. Chaque semaine, pendant 12 heures au total, après leur cours au collège, ils sont une cinquantaine de la 6e à la 3e à venir à l'école des 15. C'est vraiment un lieu qui est important pour eux dans la mesure où on individualise aussi les prises en charge et ce qui fait que dès qu'ils ne comprennent pas quelque chose, qu'ils ont une difficulté qui n'est pas forcément de l'ordre scolaire mais qui est aussi de l'ordre familial ou amical, ils savent qu'ils ont un lieu de repli pour pouvoir justement souffler. Pendant que les enfants reprennent des forces, on s'active dans les bureaux. Derrière son ordinateur, Amandine parfait ses cours. Cet après-midi, la prof de français s'occupe de 3 niveaux différents. Alors, je prépare pas tout à fait les cours comme je le faisais dans le cadre classique, c'est-à-dire que j'ai pas une progression déjà définie sur toute l'année. C'est vraiment plus en fonction des besoins des élèves. Donc là, on vient de leur faire des petits tests de positionnement donc pour voir un petit peu leurs difficultés. En plus des professeurs pour le français et les maths, des bénévoles donnent également de leur temps pour l'aide aux devoirs. C'est le cas de Bénédicte. On a compris que si on veut éviter la misère, la délinquance, il faut être là dès le début. Ou de Michel, cet ancien ingénieur de 74 ans qui est là depuis 4 ans. Je reste persuadé que jusqu'en 3e,
Tout le monde peut y arriver si les choses sont bien expliquées. Et pour bien expliquer, ici, on favorise les petits groupes. Professeurs et bénévoles s'occupent de 2 à 4 élèves par session. Un fonctionnement qui fait ses preuves. Ce qui change avec le collège, c'est parce qu'à l'école des 15, eux, quand ils expliquent quelque chose, ils sont bien précis. Alors que à l'école, c'est un peu... On comprend pas trop. Eux, ils nous comprennent mieux. Ils nous réexpliquent quand on comprend pas. Alors que eux, là, du collège, ils sont saoulés, ils veulent pas le faire. Moi, si j'aurais pas l'école des 15, j'aurais pas fait mes devoirs. Je pense qu'il y en a certains qui sont comme moi. Voilà, c'est pour ça que l'école des 15, c'est bien. Et en plus, on a du sport. Le sport en question, c'est évidemment le rugby. L'école des 15 de Marseille peut profiter des installations du SMUC. Les élèves s'y dépensent et continuent d'apprendre à jouer au rugby, bien sûr, mais pas seulement. Le respect de soi, d'autrui, de l'arbitre. Apprendre à perdre, c'est pas simple. Quand on compte les points de suite, il y a cette notion de challenge et cette notion d'émotion. Qui est aussi importante. Donc voilà, c'est aussi apprendre à gérer tout ça. Que ce soit avec les devoirs ou le rugby, l'objectif commun est de donner confiance à tous ces enfants et ça semble fonctionner quand on voit le sourire du jeune Idriss. Ouais, je crois que je progresse bien. Ce n'est pas l'inauguration officielle, mais les artisans de cette restauration sont aujourd'hui pleinement satisfaits de voir enfin le caméra totalement rénové. Comme Fernandel a pu le découvrir lui-même quand il s'offrit ce beau bateau. Une émotion partagée par Robert Barnakian, le président de l'association culturelle de Carry-le-Rouet. Et aujourd'hui, je suis très fier, mais avec beaucoup d'émotion. Très fier parce que, avec une équipe soudée, nous avons réussi à obtenir quelque chose que nous voulions. La réplique exacte de la barque de Fernandel, le caméra. Une rénovation possible grâce à la générosité, comme celle de Florent Cassegrain, gérant de la société Casse-Marine. Ma société Casse-Marine qui détruit d'habitude des bateaux, avons accepté de faire cette rénovation-là. Nous avons réalisé toute la coque en plastique bénévolement et ainsi offert un berre pour poser le bateau à terre sur la place Jean Jaurès à Carry-le-Rouet. C'est au chantier naval Curia que Louis Curia et son fils, charpentier de marine, ont bichonné le caméra. Ça, c'est une barquette marseillaise. Et donc, c'est un bateau qui fait 7,20 m par 2,50 m. Et il est roufé, il a une belle cabine dessus, avec un mât, avec le fanion en haut. Quand on l'a reçu, il y avait rien. Et on a été obligé de reprendre toutes ces lignes, et tout son roof, tout que ça soit joli, qui tape bien à l'œil, de se rapprocher de l'original. Comme on avait des photos, on s'est rapproché des photos, et donc on a tout fait pratiquement à l'identique. On va venir peut-être du monde entier le voir ce bateau. Certainement, oui, parce qu'il sera exposé à la place Jean Jaurès, en bas de Carry. Et il sera visible de tout le monde, il n'y a pas de souci. Dès que tout le monde descend, ils seront obligés de le voir. Et c'est sûr que ça fera beaucoup de monde. L'inauguration du bateau de Fernandel aura lieu le samedi 26 octobre en fin de matinée à Carry-le-Rouet. Ils ont vu la comète du siècle, la comète C2023-A3, ou de son vrai nom Tsuchinsan Atlas, est visible depuis le week-end dernier dans le ciel de France. Mais il ne reste plus beaucoup de temps pour tenter de l'apercevoir. Les passionnés d'astronomie en profitent donc jusqu'à la dernière lueur, comme à Martigues, où un petit groupe de membres de l'Astroclub M13 s'est donné rendez-vous sur le promontoire de la chapelle Notre-Dame-des-Marins, au crépuscule. Alors une comète, c'est vulgairement une boule de neige sale. Ça vient du fin fond du système solaire et en se rapprochant du Soleil, elle fond en fait tout simplement. Enfin, elle perd une partie de sa matière et c'est ce qui fait qu'elle devient plus lumineuse et qu'on trouve une queue de poussière derrière elle. Et pourquoi on l'appelle la comète du siècle celle-là ? Du siècle, c'est un peu abusif, mais parce c'est une des plus lumineuses qu'on ait vues ces dernières années tout simplement. Par rapport au début de semaine dernière, elle est nettement plus faible. Donc on va déjà attendre qu'il fasse un peu plus noir et qu'elle soit un peu plus haute dans le ciel pour en profiter. Pour les passionnés comme vous dans ce club d'astronomie, c'est une occasion en or, c'est un cadeau du ciel ? Oh oui, c'est un peu ça, oui. C'est pas tous les 4 matins qu'on en voit une de comète, donc surtout aussi lumineuse, donc on en profite, oui, carrément, oui. Sur celle-ci, on voyait un noyau assez lumineux et puis une queue qui a été relativement longue.
C'est assez spectaculaire dans le ciel quand même. Avec une paire de jumelles et un appareil photo, tout simplement. Il n'y a pas une comète, c'est relativement lumineux dans ce cas-là, donc pas besoin de sortir l'artillerie lourde. Heureusement quand même que certains sont venus avec leur télescope, ce qui permet de voir la fameuse comète d'encore plus près. Poutargue de Frédéric, donc de Port-de-Bouc, saveur des calanques. Et ça c'est le produit qu'on a présenté donc, à l'émission, à Norbert et au chef Comte. Et produit avec lequel ils se sont régalés. Je suis resté vraiment dans les produits d'ici, donc je leur ai proposé la soupe de poisson en entrée, bien entendu, avec la rouille, les petits croûtons, l'ail et les mentales râpées. Donc soupe de poisson maison avec les poissons d'ici, pêchés par le pêcheur de carreau, un des pêcheurs de carreau. Je leur ai servi à table, expliqué tout le processus qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc tartiner les croûtons à la rouille, arroser la soupe et après manger. Et ils auraient fait ça dans l'autre sens en fait. Donc nous on aime bien quand le croûton s'imbibe, tout ça. Donc ils ont écouté, ils ont mangé, ils se sont régalés aussi. Voilà, donc ça c'était l'entrée. Et ils ont trouvé le goût de la soupe vraiment présent. Enfin voilà, c'était assez sympa. Il y a eu un petit moment de partage aussi avec le pêcheur. On a été filmé aussi sur le port de Carreau en allant chercher le poisson. Voilà, donc ça a été un petit moment sympa. Et puis voilà, en direct, on a eu aussi les commentaires, les bons commentaires des chefs quoi, qui se sont régalés, quoi.